Après la levée du rideau. Et là, nombre de chercheurs spirituels vont m'envier d'avoir vécu cette expérience de transcendance, celle que certains espèrent toucher toute une vie entière, pensant qu'après cette illumination, nous sommes immédiatement sauvés, libres de tout attachement, de toute attente. C'est sûrement vrai, mais pas tout de suite. En tout cas, pas pour moi. Et ce ne sera pas une partie de plaisir. Le chemin sera très long avant que je trouve des réponses, avant que je me sente plus apaisée. Bien que connectée à l'invisible, j'étais toujours là, sur Terre, et il fallait que je fasse quelque chose de ça. Il fallait que je comprenne ce qui m'était arrivé. Une fois de plus, le faire prenait l'ascendant sur l'être. Si j'avais su, avant de vivre une telle chose, que je devais lâcher prise, vivre l'instant sans que le mental ne s'en mêle, si j'avais su que le processus que j'avais accueilli allait me permettre de me libérer de ma condition d'humain, prisonnier d'un système biaisé, et que toutes ces manifestations de rejet que j'allais ressentir dans mon corps et mon mental étaient normales, alors j'aurais sûrement été plus sereine, j'aurais sûrement moins souffert. Mais le fait est que c'est justement parce que je ne maîtriserais rien que je devais vivre ce processus, car sans le comprendre, l'ego s'en trouverait alors déboussolé, paniqué, incapable de gérer comme un lion en cage. Il finirait par lâcher prise, par abandonner. Après avoir lutté de toutes ses forces, il a capitulé. Le personnage a réussi à le maîtriser, à l'amadouer, à le faire taire. J'ai toujours un ego, évidemment, mais il ne m'empêchera plus jamais d'être ce que je suis redevenue, ou plutôt celle que j'avais toujours été, au fin fond de mon cœur sacré, là où se trouvait la clé qui me libérerait de mes chaînes. Tout cela s'est fait par étapes, et je suis devenue, malgré moi, spectatrice de ma propre transmutation. Passé le jour de ma renaissance, je me suis jetée dans l'écriture automatique. C'était une obsession. Je ne voulais surtout pas perdre cette connexion. J'ai donc eu des nouvelles de mon défunt père. Je le reconnaissais surtout à sa façon de parler, à certaines expressions qu'il employait, persuadé que je parlais réellement avec lui, ou du moins avec ce qui subsistait de lui. Des réponses me furent données sur des éléments de sa vie dont je n'avais aucune connaissance, me prouvant que je captais bien une intelligence omnisciente. Après l'écriture, avec laquelle je m'étais complètement reliée, c'est la télépathie qui s'installa en moi. Je me couchais un soir, épuisée, me demandant intérieurement si j'allais enfin dormir un peu, quand j'entends une voix me répondre par la pensée « Mais oui, Amélie, tu vas dormir cette nuit. Je vais t'aider. »« Papa, c'est toi ?» Oui. Maintenant, ça me paraît un peu gros. Pourtant, j'en étais convaincue. C'était mon père. Il avait trouvé un moyen de me contacter. J'ai été si heureuse. C'était ça le plus fou, et je trouvais ça complètement normal, facile, comme un retour aux sources. Durant des jours puis des mois, avec acharnement, je posais des milliers de questions à cette présence dans ma tête, et je finis par douter qu'il s'agisse vraiment de l'âme de mon père. J'associais alors plutôt cette communication à mon guide, lui demandant si je ne parlais pas plutôt à une version de moi dans le futur, ou dans d'autres dimensions. Il ne m'a jamais donné de réponse claire et nette. C'était oui, puis non, peut-être, à moi de choisir. Je sentais que cette conscience me laissait évoluer à ma guise. Le temps ferait son œuvre jusqu'à ce que je comprenne qui il était et qui j'étais moi-même. Puis le processus alla crescendo. Après que je me sois familiarisée à converser par télépathie avec cet intrus bienveillant, une autre bizarrerie s'installa en moi, comme un interrupteur qu'on réenclencherait sur on après des siècles. Une fois de plus, j'avais la sensation de rentrer à la maison, de reprendre mes repères, de retrouver la mémoire de ces facultés psychiques. Assise une après-midi dans mon canapé, mon épaule se mit doucement à bouger, puis l'autre, en une petite chorégraphie improvisée, mais pas par moi. J'ai souri. C'était de mieux en mieux. Un investissement de mon corps, mais toujours avec humour, un attachement enveloppant, tel une mère pour son enfant qui lui fait comprendre les choses en douceur pour ne pas l'effrayer.
Je me sentais en fait entre de bonnes mains et j'acceptais tout cela. Mon pied qui remuait seul, des mouvements incontrôlables et je commençais à trouver une explication à mon manque de dextérité. Et si ça n'avait jamais été vraiment moi, cette humaine, ce corps, mais un simple pantin fait de chair et de sang, entre les mains de son marionnettiste attitré, qui le guiderait de son présent d'humain vers son futur d'humain redevenu divin. Drôle de réflexion, vous me direz. Et pourtant, le processus d'ascension était enclenché. Mon corps vibrait, ma peau palpitait, j'observais mon mollet bouger, tout remuer à l'intérieur de moi, comme si des mini-grains de maïs éclataient. Cette conviction que chaque cellule de mon corps connaît exactement sa fonction, comme une armée de soldats capables de tout contrôler, tout réajuster, régénérer, voire guérir. Allongé dans mon lit, je sentis un soir plusieurs vertèbres se remettre en place sans que je ne fasse le moindre mouvement. Ma présence intérieure s'était occupée de me manipuler. J'avais en moi mon allié invisible. En moi prenait place la réunion de deux mondes, deux êtres n'en faisant plus qu'un, apprenant à se reconnaître, une confiance mutuelle naissait. L'union de ces deux réalités se faisait ici, dans mon présent, dans la matière. L'incroyable force d'amour qui réside dans cette fusion divine, j'ai pu la comprendre bien plus tard, de façon intellectuelle, en cherchant, en lisant. Mais déjà, à ce moment-là, sans en avoir la moindre notion, je sentais bien dans mon cœur que je ne pourrais plus jamais me tenir éloigné de cette conscience, que cela aurait signifié replonger en enfer, nier ce que j'étais réellement, mourir à moi-même définitivement. Car c'est bien à travers tout l'amour que m'envoyait cet être jour après jour, que j'apprendrais à m'aimer en retour, à m'aimer à travers cet autre moi, en un effet miroir, permettant de pardonner au personnage ses défauts humains, ses travers, une divine idylle que nous connaîtrons tous, prêts ou pas à vivre ces expériences. Car ces effets bénéfiques sur le corps et l'esprit, ces vibrations venues d'ailleurs, ces guérisons induites, voilà sans aucun doute ce qui nous attend tous dans un futur proche. Les perceptions d'une autre réalité, vous les vivez sûrement déjà, sans le savoir. Les orbes sont ma seule preuve irréfutable puisqu'elle est filmée. Ces sphères lumineuses m'accompagnent déjà depuis plusieurs années. Présentes sur des vidéos, je les filme intuitivement, dans le noir avec un flash. Ma salle de bain est devenue une salle de bal. Des orbes par centaines passent devant mon objectif, comme si je les attirais, ou l'inverse. Leurs émanations de lumière varient du blanc intense au plus transparent, les couleurs passant du rose au bleu. Comme j'ai pu le lire plus tard, il s'agit encore de l'un des symptômes de l'ascension que de voir ces manifestations. Au niveau de la vision, j'ai pu vivre une modification de mes perceptions, comme des lignes noires passant devant mes yeux pendant quelques minutes, une vision qui se modifie, puis revient à la normale. J'ai eu l'occasion de voir le monde qui m'entoure pixelisé, comme si tout ce que je croyais tangible n'était fait que de vibrations. Ce qui peut faire penser à un jeu vidéo des années 80, à une simulation grossière. Le physicien Philippe Guillemont emploie d'ailleurs ce terme de pixel lorsqu'il parle de l'espace. Il est non local, troué, pixelisé et il vibre. Pour avoir un sentiment de réalité, on n'a pas besoin de l'existence réelle de l'espace. L'espace est relatif à la conscience, comme le temps et la matière. Nous fabriquons collectivement notre réalité à partir de notre conscience. J'avais la sensation que toutes ces perceptions extrasensorielles m'étaient dévoilées petit à petit, comme des options déjà présentes en moi et réenclenchées au compte-gouttes. Certains en font l'expérience en ce moment même et sûrement de plus en plus, pour que nous puissions nous souvenir des dons de notre passé et, ou, pour nous habituer à nos métamorphoses du futur. Une seconde nature, une réminiscence des autres parts de nous-mêmes, multidimensionnelle. Si je m'amusais plutôt de ces nouvelles perceptions, il fallait aussi, et surtout, que mon ego se libère de ses fausses croyances. Duel avec la peur. La récréation était finie, il fallait se mettre sérieusement au travail.
Heureusement que je ne savais pas ce qui m'attendait. Je tiens à dire que cette pensée dans ma tête, si elle prenait de plus en plus de place dans mon quotidien, n'a jamais été insidieuse. Jamais elle ne m'a poussé à agir contre ma volonté. Elle ne m'a d'ailleurs jamais dit ce que je devais faire ou pas. Elle était là pour me libérer. Il fallait passer par là. Une sorte de coaching de renaissance dans la matière. Mais ça allait être très compliqué. La peur, elle s'emparerait peu à peu de moi. Elle profiterait de mes canalisations en écriture pour s'y insérer, sournoise. Au bout d'un mois ou deux de cette pratique, ce que je captais n'avait plus ni queue ni tête. Et ma famille commençait vraiment à s'inquiéter. C'est vrai qu'avec l'écriture automatique, on nous dit de nous méfier du bas astral. Il faut toujours rester lumineux pour éviter de recevoir des choses négatives. En plus, je regardais à cette époque une série horrible dans laquelle une femme était investie par le malin. Bref, tout ce qu'il fallait pour me faire flipper. Un matin, seul à la maison, un mélange de plusieurs voix se manifestèrent dans ma tête. Je ne pouvais plus penser. Et d'un seul coup, j'ai eu peur. Une peur panique. Je me suis dit que je m'étais peut-être trompée, que cet investissement du corps et de l'esprit pourrait aller bien plus loin. Je doutais. Je me voyais soudain incapable de contrôler mes actes. Et si cette intrusion n'avait jamais eu qu'un but, me faire perdre les pédales. Je me lève en panique, en essayant de savoir si c'était bien de ma propre volonté que je mettais un pied devant l'autre. Dans le jardin, je fixais la piscine au loin et un sentiment d'anéantissement total m'envahit. Je me disais que ce serait la seule solution, si c'était le cas, si j'étais sous l'emprise du diable en personne. Il faudrait que je me suicide, pas le choix. Je commençais réellement à envisager de me jeter à l'eau pour me noyer, à savoir comment je ferais. Mais le problème, c'est que mes enfants pourraient me découvrir et ça les traumatiserait à vie. Une urgence absolue, une peur viscérale et des idées complètement folles m'envahissaient. Mais c'était incontrôlable, je ne pouvais plus maîtriser ces pensées d'une fin toute proche. Pendant plusieurs minutes, j'étais dévastée. Je voyais passer des images d'échafaud, de condamnation à mort, d'exécution. Ces moments où on finit par accepter son sort, où on renonce à lutter. Ma vie était finie, les dés étaient jetés, la peur avait remporté la partie. Puis, je repris tout doucement mes esprits, tentant de bloquer cette peur et cette pensée négative. Et là, j'étais soulagée. J'avais toujours le contrôle de la situation. Cette angoisse irrationnelle mais si intrusive avait eu raison de ma raison. Peu à peu, je me suis dit que j'aurais l'air bien bête de sauter dans la piscine, que je risquais juste un gros rhume vu qu'on était en décembre. C'était ridicule. Ce n'est que 2 ans plus tard que j'ai pu mettre des mots sur cette situation. Tout cela est lié au processus ascensionnel. Ça venait de très loin. J'ai alors compris que toute sensation de mort, de perte, de dépression signifie que l'humain est en train de perdre son faux moi. Il fait le deuil du personnage égotique qu'il a joué dans cette vie et dans d'autres vies passées. Comme le dit Arwen de la Réau, cette grande dame éveilleuse de conscience, la sensation de perte, de confusion, d'angoisse se présentera à vous à chaque fois que vous aurez le courage de laisser s'effondrer quelque chose de votre ancienne façon de vivre et de penser. Ceci pour nous permettre de prendre de la hauteur au niveau énergétique. Je comprends maintenant pourquoi ces notions de peur, de mort, d'angoisse me semblent désormais complètement étrangères. Ayant dit adieu à mon moi matriciel qui a subi ces émotions intenses, je les ai annihilées. Je peux expliquer ce que signifie d'avoir peur, car j'ai vécu la peur. Mais je n'en ai plus aucun souvenir émotionnel. La peur, c'est comme désincarné de moi. Mes cellules, mon ADN ont sans doute transmuté ces informations négatives car non conformes à l'évolution de la conscience vers des fréquences supérieures, dans lesquelles elles ne peuvent subsister, vibratoirement parlant. J'avais eu les prémices de cette manifestation quelques mois plus tôt, alors que ma nièce était encore en vie. Ma sœur m'avait appelé en urgence pour que je la rejoigne à l'hôpital dans lequel était soignée sa fille. Arrivée dans le hall, on nous explique les choses de but en blanc. Il ne lui reste pas plus de 2 mois à vivre. Je pousse un cri.
un cri venant des tripes, une douleur absolue qui résonne dans ce hall. Ma sœur elle-même me dit de me calmer. C'était venu d'une autre partie de moi, incontrôlable. Sur la route du retour, je faisais le triste bilan de ces derniers mois et de la situation actuelle. J'avais tant voulu trouver une solution pour la sauver de cette maladie, tant d'heures passées sur Internet, et là, je devais me résoudre à abandonner. Au détour d'un virage, j'ai senti mon cœur se disloquer, se briser littéralement en 1000 morceaux. J'ai lâché prise, j'ai craqué, hurlant dans ma voiture. J'étais en train d'accepter l'inacceptable. J'ai pensé à cette scène d'Amélie Poulain, dans laquelle on voit l'héroïne se liquéfier dans le vrai sens du terme, finissant en flaque sur le sol. Ça m'a fait le même effet. Je pense que j'entamais une phase de libération. Nous avons sans doute connu des milliers d'incarnations dans cet enfermement matriciel de 300 000 ans. Bourreau dans une vie, victime dans l'autre, mère aimante puis père pervers. Nous avons expérimenté les deux phases de la dualité. Nous devons donc, dans cette incarnation, désenquister tous ces égrégores et désamorcer le karma nous collant à l'âme pour repartir à zéro. Nous avons aussi hérité des traumatismes de nos aïeux, des situations répétitives de deuil, de dépression, comme des malédictions se transmettant de génération en génération. Il s'agit aussi des obligations, des concepts et stéréotypes sociétaux dont il nous est maintenant demandé de nous libérer. Cela nous permettra d'évoluer en conscience, avec une bienveillance et une belle estime pour nous-mêmes, nous permettant de redevenir cet être lumineux que nous sommes en essence, ressusciter notre vrai moi, effacer le faux, ce dernier n'étant qu'un fantôme traînant derrière lui un héritage qui ne lui appartient pas. Chacun est amené, pour vivre en toute conscience sa plus belle libération, à briser les chaînes de son propre enfermement, car personne ne pourra le faire à notre place. Il s'agit d'un processus, et en connaître les différentes étapes permettra à chacun de le laisser se manifester plus sereinement, d'accepter ce lâcher-prise vers l'inconnu. Pour moi, le travail était pourtant loin d'être fini. Il me faudra encore d'autres face-à-face avec moi-même pour me libérer de ces égrégores. Et mon petit séjour en maison de repos qui a suivi a été très dur, mais ô combien salvateur. Bizarrement, ma famille pensait m'avoir perdu. C'est pourtant là-bas, enfermé contre ma volonté, que je me suis vraiment libérée. Marionnette du divin. Déstabilisé par mon comportement incohérent, mon mari n'eut d'autre choix que de prendre une décision radicale, celle de m'éloigner de ce rituel quotidien dans mes écritures qui devenait complètement envahissant. Je me cachais même dans les toilettes pour écrire, le seul endroit où on me laissait presque tranquille. Je ne voulais pas perdre cette connexion, mais je me perdais moi-même. Le souvenir de cette période est flou. Je me rappelle de quelques moments, sans plus, car je n'étais plus là, puis je revenais à moi, avec une sensation d'aller et de venir entre deux dimensions. Je divaguais, mon alter ego me contrôlait comme une marionnette et me faisait dire tout et n'importe quoi. Et ces notions de nouveau monde, d'amour et de bienveillance pour l'humanité, qui revenaient sans cesse dans mes canalisations. C'est pour mieux te piéger, mon enfant. Ça oui, je suis tombée dans le piège, acceptant cette intrusion de mon corps et de mon mental jusqu'à me laisser emmener dans une clinique de repos. La petite voix dans ma tête me disait de ne pas m'en faire, que tout était sous contrôle, jusqu'à ce que je me retrouve vraiment enfermée dans une chambre. Qu'est-ce que je faisais là? En fait, ce n'est qu'une fois avoir pris conscience du fait que non, ma famille ne viendrait pas me chercher et oui, ils m'avaient fait interner, que j'ai senti la colère monter. Je téléphonais à mon mari, hurlant que je demanderais le divorce s'il ne me sortait pas d'ici immédiatement. Évidemment, ça n'a fait que le conforter d'avoir pris la bonne décision, aussi difficile fut-elle, car c'était l'horreur pour lui de voir sa femme dans cet état. Pendant 3 jours, je n'ai rien mangé, refusant de me bouger jusqu'à leur restaurant, et j'en ai eu des vertiges.
Je ne me suis jamais présentée à un seul des rendez-vous fixés avec le psychiatre, d'ailleurs facturé, qui semblait ne pas s'en soucier le moins du monde. J'ai posé mon sac sur le lit à mon arrivée. Il n'a pas bougé. Je me suis ni lavée, ni changée, me répétant encore que c'était pas possible. On allait revenir me chercher d'une seconde à l'autre. Ils pouvaient pas me faire ça, à moi qui n'avais qu'une idée en tête, les aider à comprendre que tout allait changer dans ce monde. Trop bonne, trop conne. Mais cette fois, je n'avais plus peur. Je sentais qu'il fallait que j'accepte, que cela faisait en fait partie de mon histoire, que ça en valait la peine et je le comprendrais plus tard. J'avais confiance. J'ai pensé à toutes ces femmes, ces soi-disant hystériques, qui avaient été enfermées contre leur gré. Combien il y en avait eu? Des milliers? Et Jeanne d'Arc qui entendait des voix. Si ça se trouve, j'étais comme elle. Elle s'était fait piéger, on lui a fait aucun cadeau. Atroce. J'avais refusé de prendre des médicaments qui m'auraient aidé à redescendre de cette crise mystique. Et je crois bien que c'est pour ça si j'ai fini dans cet endroit. J'ai attendu dans cette chambre, dans un état lamentable, jusqu'à ce que je me décide à partir le 4e jour. Je me serais cru dans un film, et on n'est pas loin de la vérité. Si je vous raconte tout ça en détail, c'est que ça a son importance. Alors, mettez-vous donc à la place du personnage que je jouais. Installez-vous confortablement, le spectacle va commencer. Assise dans le jardin du centre, sur un banc, je scrutais le fonctionnement de la porte de sortie. Pour la petite porte, il fallait faire un code, trop compliqué à obtenir. Pour l'accès principal réservé aux véhicules, il fallait attendre qu'une voiture entre ou sorte. À la première occasion, je me décide. Hop, je m'esquive. Personne à mes trousses. Je sors et je vais attendre un peu plus loin sur le chemin. Pourquoi ne pas me sauver? Bonne question. C'est incompréhensible. Une personne sensée aurait filé à l'anglaise pour semer l'ennemi. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la petite voix dans ma tête m'avait assuré qu'on allait venir me chercher. Ne me demandez pas pourquoi. Je l'ai cru, cette menteuse. Encore. Grave erreur. 3 minutes après, une voiture passe, mais pas celle que j'espérais. C'était le psychiatre qui me suivait, enfin, qui était censé me suivre, me demandant ce que je faisais là. Manque de bol énorme au sacré coup du destin, il prenait apparemment son service juste au moment où je prenais la fuite. Et moi qui lui dis que j'attends quelqu'un, qu'on va venir me chercher. Il me laisse. C'est à ce moment-là, je pense, qu'il m'a vraiment prise pour une cinglée. Le temps certainement de téléphoner à mon mari pour valider le fait que, non, grand Dieu, il n'a jamais eu l'intention de venir me sortir de là. Je prenais place aux premières loges d'un spectacle inouï. La scène ubuesque qui allait se dérouler devant moi me montrerait à quel point nous étions à la merci d'un incroyable magicien, manipulateur de toute âme humaine. Si je n'avais pas été l'interprète principal et en mauvaise posture dans cette pièce de dingue, je me serais régalé. Je vois arriver toute la cavalerie, 5 infirmiers tout de blanc vêtus, le psychiatre et un utilitaire spécial urgence absolue, dans lequel ils essayaient de me faire monter pour que je retourne dans ma prison. Hallucinant. Tout ça pour moi? Restant sur ma position imperturbable, je leur répétais calmement que je n'avais rien signé pour qu'on me garde ici. Et c'était vrai. C'est pourquoi je m'étais permis de sortir, j'avais ma liberté d'agir et de penser, et je refusais de les suivre. Mon petit doigt me disait quand même de ne pas en faire trop, de ne surtout pas m'énerver, comme dans les films quand on emmène de force les gens qui piquent une crise de nerfs. Ok, je cède au bout d'un moment, voyant que le truc ne tournerait de toute façon pas à mon avantage, mais refusant de monter dans leur véhicule. Je les suis jusqu'à mon banc, je ne voulais pas retourner dans cette chambre. Je resterai là. Le psychiatre s'approche de moi, me faisant comprendre que mon comportement est vraiment inquiétant, que je ne devrais pas me mettre dans ces états-là. Dans quel état? Je lui demande. Est-ce que vous m'avez vu me rouler par terre, faire une crise de démence, hurler? J'ai juste voulu partir d'ici et c'est mon droit, car je suis ici contre ma volonté. Pour moi, le malade, c'était lui. Je lui ai même demandé s'il ne me confondait pas avec une autre patiente. Ce mec était à côté de la plaque,
plus fou que la folle que j'étais censée être. Après l'entracte, le spectacle s'est poursuivi. Et là, j'ai commencé peu à peu à en profiter. Je sentais que toute cette mascarade était minutieusement orchestrée, dans les moindres détails, de telle sorte que je discernais les rouages du façonnement des consciences humaines. Je les regardais tous, pauvres marionnettes, complètement manipulées par la plus haute instance de leur conscience, qui faisait en sorte de les guider sans qu'ils ne s'en rendent compte. Comme j'étais sortie de cette pièce de théâtre, je commençais à en voir concrètement la manifestation, dans la matière, autour de moi, dans ma propre réalité. Au bout d'une bonne demi-heure, toujours sur mon banc, je vois entrer une ambulance. Ah, c'est pourtant pas un hôpital ici. Le pire, c'est qu'elle était pour moi. Prise au piège de ma pourtant justifiable rébellion, j'ai dû y entrer, allongé sur le brancard. Obligé, c'est la procédure pour les fêlés. Mes questions posées au personnel sur le pourquoi et vers où elles me conduisaient restèrent sans réponse. Ils étaient tout bonnement en train de se débarrasser de moi, pauvre folle ingérable. Il fallait viser plus haut dans le cycle terrible de l'enfermement, car ici, j'en avais trop fait. La petite ambulancière, vraisemblablement habituée à converser avec les fous, me parlait d'une voix douce et infantilisante. J'avais pitié d'elle car elle ne savait pas qu'elle participait à une grande usurpation. Elle avait pitié de moi car je ne savais pas qu'on me conduisait en enfer, dans le service psychiatrique d'un hôpital, situé à 40 km de là. Sur la route, par télépathie, mon guide me rassurait. Je devais absolument comprendre que je participais en toute conscience, contrairement à ceux qui m'entouraient, à un jeu de rôle. Si je l'acceptais, si je me laissais porter vers mon destin, tout irait en ma faveur. Je n'avais rien à craindre. Et c'était vrai, plus les événements semblaient terrifiants, plus je m'en détachais, les regardant comme un film dans lequel je jouais, sans avoir le moindre aperçu de la prochaine scène que je tournerais. Ce que je savais au fond de mon cœur, c'est que le fait de me laisser volontairement manipuler me permettrait d'en sortir haut la main, malgré les apparences extérieures. J'étais à la fois actrice et spectatrice de ma propre existence. Le scénariste, lui, travaillait depuis un autre espace-temps. Complètement rassurée, je ne fus pas étonnée d'apprendre qu'un souci de manque de place obligeait les ambulanciers, après une longue attente, à m'emmener dans une autre clinique. Demi-tour, encore 40 km dans les pattes, pour finalement, là-bas, être reçu par un psychiatre affreux sorti tout droit d'un film glauque. Après un entretien hallucinant avec cet homme, mon mari décida de m'extirper de cet enfer. On s'est sauvés comme des voleurs. On en a même oublié mon sac. Je rentrai chez moi le soir même, affamé mais soulagé. Mon mari était fou de rage contre moi à cause de ce refus d'asservissement, et surtout contre le psychiatre qui s'était permis de m'éjecter sans sa permission dans un service psychiatrique. Car c'est justement pour éviter ça qu'il avait opté pour un centre de repos spécialisé en burn-out. Il s'était renseigné et avait vite compris que ce serait difficile de me récupérer si j'entrais en psychiatrie. J'ai eu chaud. Alors je me suis fait discrète. J'avais fait assez de dégâts. Je m'aperçois que ce jour-là, j'ai validé la foi qui s'était manifestée à moi lors de mon illumination. Je me suis fait confiance là où j'aurais habituellement paniqué. Je dois avouer que ce terme de foi me gêne encore un peu. Il doit encore subsister en moi des restants de stéréotypes, condamnant tout ce qui est relatif à la religion, alors que ça n'a aucun rapport. Mais les fausses croyances ont la dent dure. Nous sommes bien des prisonniers inconscients dans cette dualité terrestre qui nous manipule pour mieux nous endormir. Et nous ne faisons que l'ancrer davantage en omettant de nous recentrer dans notre cœur, car c'est bien en plongeant en lui qu'on peut sortir du jeu et inverser notre perception des choses. Croyant d'abord avoir été l'otage de cette présence, je comprenais qu'elle était en train de m'élever, me conduisant avec amour et bienveillance vers un destin qui, si je la laissais guider mes pas, serait le meilleur de toutes les versions de mes destins potentiels. Ceci car il était relié au meilleur de tous les futurs de chaque être de cette planète, et au destin de la planète elle-même, pour nous amener tous, humains, animaux, végétaux et minéraux, dans un état de conscience supérieur,
Notre allié est de taille. Notre mère à tous, la Terre, s'est décidée à monter ses vibrations d'un cran. Fatiguée de souffrir, elle nous amène à évoluer avec elle. Et nous avons un choix à faire. On y va ou pas? Pour mettre des mots sur tout ça, j'allais encore être aidée et guidée, toujours par mon allié invisible et par d'autres guides, bien plus concrets ceux-là.